Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances. La reprise va être un petit peu compliquée mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, elle m'a énormément été suggérée sous mes vidéos YouTube ainsi qu'en message privé sur Instagram et au départ je voyais pas trop l'intérêt parce que je voyais rien de controversé ou de mystérieux dans cette affaire mais dans les grandes lignes. Une fois que j'ai commencé à bien creuser, là je me suis dit qu'on tenait quand même quelque chose d'assez particulier. Et les propriétaires de chiens, restez là, parce qu'on aura besoin de vous à la fin. Je vais vous poser quelques questions et vous pourrez y répondre sous la vidéo, mais vraiment on a besoin de vous. Donc ne bougez pas d'ici. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. J'aimerais revenir, on l'a abordé brièvement tout à l'heure sur la théorie du complot, on l'entend beaucoup, la population autour de nous, beaucoup disent on veut couvrir des notables, on veut couvrir des familles sur Vezona, c'est en tout cas ce que défend aussi la famille Mongeli. Est-ce que vous y croyez pas du tout, Jean Bonnard? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire avec autant de conviction que ça ne peut pas être le cas? Je pense que c'est pas possible. Vu le nombre de personnes impliquées dans ce complot, c'est impossible que 10 ans après, il n'y en a pas un qui parle. Déjà, c'est pas vivable. L'histoire se déroule en Suisse en 2002, plus précisément à Vezona dans le Valais, là où vit la famille Mongeli. Il y a les parents, Tina et Nicolas, qui tiennent un restaurant italien près de leur chalet, leur fils aîné de 7 ans, Luca, leur fils Marco, qui en a 4, et le berger allemand de la famille Rocky, qui est âgé de 5 mois et qui va tenir un rôle très important dans cette affaire. La famille Mongeli est originaire du sud de l'Italie et ils se sont installés en Suisse dans le Valais pour ouvrir un restaurant qui fonctionne très bien en saison. C'est un coin assez pittoresque, tout le monde s'y plaît. Il y a des prairies, des chalets, des montagnes. On est un petit peu dans Heidi, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette série. Les gens dans le coin sont plutôt discrets, chacun fait sa vie. Il y a de grands espaces pour les enfants, donc Tina et Nicolas sont plutôt rassurés, puisque lorsqu'ils se trouvent au restaurant, qui se situe à une 30aine de mètres à peine de leur domicile, Luca et Marco peuvent aller jouer avec le chien à l'extérieur et tout se passe généralement très bien. Le jeudi 7 février 2002, vers 17h, Tina sort de chez elle et elle laisse seule à la maison ses 2 fils avec le berger allemand. Elle doit faire une course, puis elle doit se rendre au restaurant pour aider son mari. Comme je vous l'ai dit, le restaurant est collé à la maison, il a une 30aine de mètres. Donc habituellement, c'est ce qu'elle fait. Quand elle va au restaurant pour aider son mari, elle laisse les enfants seuls à la maison et de temps à autre, elle passe chez elle pour vérifier que tout va bien. Peu après son départ, Luca décide qu'il a envie de sortir le chien pour lui faire sa promenade journalière. Il sait qu'il ne doit pas sortir habituellement sans la permission de sa mère, mais là, il se dit que il a 7 ans, c'est un grand garçon, il va aller faire sa petite balade avec le chien et avec son petit frère Marco. Donc il prépare Marco, il lui met sa veste, il se met une veste également, et ils sortent de la maison ensemble avec le chien, Rocky. Ils marchent en direction d'une prairie qui se situe à 10 minutes à pied de leur domicile. Alors dehors, il fait très froid, on est quand même en février, il n'y a quasiment personne, la nuit est en train de tomber, mais c'est un coin qui est vraiment tranquille, il n'y a aucun danger. Les 2 garçons et le chien se dirigent vers la prairie et sur la route, des voisins les aperçoivent. Ils sont en train de marcher, ils jouent un petit peu avec le chien et tout semble bien aller. Peu après 18h, Tina retourne chez elle pour vérifier que ses 2 fils vont bien. Mais en arrivant, elle constate qu'ils ne sont plus à la maison. Et elle voit que Rocky n'est pas là non plus. Donc elle en conclut que ses 2 fils sont sortis avec le chien pour lui faire une promenade. Et elle sait qu'habituellement, ces 2 garçons aiment aller dans la grande prairie qui se situe à une 10aine de minutes à pied de chez eux. Donc elle se dit, ok, je vais aller les chercher, je vais leur demander de rentrer, puisque là, la nuit est complètement tombée. Elle se dirige vers la prairie et sur la route, elle croise le chien Rocky. Et il semble assez agité, il se dirige vers elle et il la pousse en direction de la prairie comme s'il voulait lui montrer quelque chose. Donc Tina le suit et à 50 mètres, elle voit au sol la veste de son fils Luca. Là, Tina commence à s'inquiéter. Elle sent qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette situation. Elle continue d'avancer avec le chien et en contrebas de la prairie, elle trouve Luca allongé dans la neige en position fétale. Il est inanimé, il n'a plus son pull et son pantalon et son slip sont baissés au niveau de ses genoux. Son corps est recouvert de blessures. Et à quelques mètres, il y a le pull et le gilet de Luca qui sont empilés les uns sur les autres. Le petit Marco est à côté, il pleure, il a l'air traumatisé et il a une légère blessure sur la lèvre inférieure. Tina est
complètement paniquée puisqu'elle ne comprend pas ce qu'il s'est passé, elle ne sait pas ce qu'il est arrivé à son fils. Elle le prend dans ses bras. Elle prend également Marco avec elle et ils se dirigent le plus rapidement possible dans le chalet le plus proche de la prairie. Et le chien de la famille, Rocky, est avec eux. Et là, les propriétaires du chalet appellent les secours et la police qui arrivent sur place à 19h. Et entre-temps, Nicolas est arrivé à son tour puisqu'il a été prévenu par son épouse. Le médecin urgentiste sur place constate que Luca est en arrêt cardio-respiratoire et qu'il souffre d'hypothermie sévère. Il lui pratique un massage cardiaque et il l'intube tandis que les policiers tentent de faire entrer le chien à l'intérieur du chalet. Rocky est particulièrement agité. Il mord même la main d'un des policiers et les autres policiers sur place lui jettent une couette dessus puis lui administrent un calmant. Luca, quant à lui, est conduit à l'hôpital de Sion. Il arrive vers 20h, mais compte tenu de la gravité de son état, on l'héliporte à l'hôpital de Genève. Et les médecins qui l'examinent constatent plusieurs types de blessures sur l'intégralité du corps. Il y a des stries linéaires et des abrasions sur le dos, les coudes, les cuisses et les fesses. Les abrasions semblent être dues à un objet long. On en trouve également quelques-unes sur le front et près de l'œil, et Luca présente plusieurs fractures au visage. Cela dit, il ne présente aucune trace d'agression sexuelle. À ce stade, Luca est plongé dans le coma et les médecins estiment qu'il a très peu de chances de se réveiller un jour. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous mettre les photos pour que vous puissiez constater par vous-même le type de blessure qu'il a, parce que j'ai bien peur que si je les mette, la vidéo soit démonétisée, qu'il y ait une limite d'âge, mais allez regarder peut-être sur internet, vous verrez que ça ressemble limite à une séance de torture. Ça donne l'impression que Luca a été fouetté, soit avec des branches d'arbres, soit avec des bâtons. Et on a trouvé également plusieurs ecchymoses sur tout le corps de Luca, qui sont, on va dire, en arc de cercle et qui correspondraient à des morsures de chien. Un expert odontologiste réalise une empreinte de la mâchoire de Rocky et elle est ensuite comparée aux traces qu'on a retrouvées sur le corps de Luca et apparemment, ça correspond. On prélève également l'ADN du chien, on le compare à l'ADN qui a été retrouvé sur le corps de Luca et là encore ça correspond. Entre-temps, le chien est conduit dans un refuge dans le Valais puisqu'on considère qu'il est l'auteur de l'agression de Luca. Alors, les conclusions du rapport sont que il ne s'agit pas à proprement parler d'une agression, mais plutôt d'une interaction assez violente. En gros, Luca et le chien auraient joué ensemble, mais le chien n'aurait pas su maîtriser sa force et il aurait infligé toutes ses blessures à Luca. Dans la mesure où les vêtements de Luca présentaient quelques petites déchirures, on en conclut que c'est le chien qui a tiré sur les vêtements et qui a malencontreusement agressé Luca involontairement. Il se serait assis sur lui, enfin plutôt allongé sur lui, tandis que Luca était allongé sur la neige et Luca se serait étouffé ensuite dans la neige. Bon, ça, c'est on va dire le scénario qui est mis en avant par le procureur. Le berger allemand et Luca ont joué ensemble et ça a mal tourné. Mais qui a baissé le pantalon et le slip de Luca? Le chien? Et qui a empilé les vêtements de Luca à proximité de son corps? Le chien? Le 8 février 2002, au lendemain des faits, Marco, le petit frère de Luca, est interrogé par 2 médecins. C'est le seul témoin oculaire de ce qu'il s'est passé. Et dans la mesure où c'est un enfant de 4 ans, on met à sa disposition des poupées pour qu'il mime ce qu'il s'est passé la veille. D'après la famille Mongeli, la reconstitution fournie par Marco a été assez compliquée puisque, d'après eux, Marco a tenté d'expliquer aux médecins qu'il y avait une autre personne avec eux, mais les médecins n'ont pas pris au sérieux ces déclarations, ils ont davantage été intéressés par les propos de Marco sur le chien, sur Rocky. Marco a expliqué aux médecins que Rocky était un peu agité, qu'il tirait sur les vêtements de Luca. Donc, d'après les médecins, les propos de Marco corroborent la version du procureur, à savoir que c'est Rocky qui a agressé Luca. Et pour expliquer la raison pour laquelle Luca ne portait plus ses vêtements, eh bien, on met en avant le fait que c'est Luca qui s'est déshabillé pour tenter d'échapper aux assauts de Rocky. Toujours d'après Tina et Nicolas, lorsqu'ils sont rentrés chez eux après la reconstitution avec les 2 médecins, Marco a expliqué à ses parents qu'il y avait un méchant monsieur avec eux la veille et que c'est ce monsieur qui a fait du mal à Luca. Alors, ses propos n'étaient pas très cohérents compte tenu de son jeune âge, mais il a fourni une description à ses parents qui correspondrait à la description d'un de leurs voisins. Il a dit que c'était un homme qui était corpulent, grand, qui avait peu de cheveux sur la tête et qui parlait allemand. Et cette description correspond à la description de l'un de leurs voisins. Et d'ailleurs, Marco a dit à ses parents que l'homme qui a agressé Luca les avait déjà grondés par le passé. Et il s'avère qu'effectivement,
Le voisin de la famille Mongeli avait déjà grondé les enfants par le passé. Mais pour le procureur, ce témoignage ne doit pas être pris au sérieux, puisque d'après les témoignages des personnes qui vivent à proximité de la prairie, aux alentours de 17h, ils ont aperçu les 2 petits garçons et le chien, ils étaient tous les 3 seuls, se diriger vers la prairie. Il n'y avait personne d'autre avec eux. Donc pour le procureur, ce témoignage est à prendre avec des pincettes. Et avant même les conclusions de l'enquête, il donne une conférence de presse dans laquelle il affirme que c'est le chien de la famille qui a agressé Luca. Marco est réentendu à plusieurs reprises par des pédopsychiatres à Genève et il parle de nouveau de cet homme qui aurait voulu leur faire des bisous à lui et à Luca et qui aurait frappé Luca. Le 25 mars 2002, près de 2 mois après les faits, la justice suisse estime que même s'il y a des zones d'ombre dans cette affaire, elle exclut la présence d'un tiers. Seul l'ADN de Rocky a été retrouvé sur Luca. C'est donc lui qui a agressé le petit garçon. Ce qu'il est toutefois important de préciser dans cette affaire, c'est que la police a commis quelques erreurs le 7 février. Ils n'ont pas mis en place de périmètre de sécurité à l'endroit où a été retrouvé le corps de Luca. Ça aurait été utile pour le relevé des empreintes de pas. Et pareil, près de l'endroit où a été retrouvé Luca, il y avait des traces d'urine et de sang. Et ces traces-là n'ont pas été photographiées par la police. Et elles n'ont pas non plus été analysées. Ça, c'est quand même assez embêtant, puisque ça aurait pu être l'urine et le sang de Luca, comme ça aurait pu être l'urine et le sang de quelqu'un d'autre. On ne le saura jamais. Nicola Mongeli, le père de Luca, reproche aux autorités d'avoir saboté l'enquête dès le départ par manque d'expérience ou de volonté. Luca a été conduit à l'hôpital de Sion alors qu'il aurait dû être directement conduit à Genève, puisque l'hôpital de Sion n'est apparemment pas adapté pour traiter l'hypothermie. Et Nicolas va même plus loin, puisqu'il affirme qu'aucune recherche ADN n'a été effectuée sur Luca, hormis la recherche ADN du chien de la famille. D'après lui, le juge qui a pris en charge le dossier d'instruction était beaucoup trop jeune, donc inexpérimenté. Il avait 28 ans. Et la police n'était pas préparée pour une affaire de ce genre. Ou alors, la police aurait tenté d'étouffer la vérité. Mais pour quelle raison la police aurait cherché à étouffer une potentielle agression sexuelle sur le petit Luca? La famille Mongeli a soulevé plusieurs hypothèses possibles. Tout d'abord, ils viennent de l'étranger, ils sont italiens et leur restaurant fonctionne plutôt bien à Vesona, donc ils auraient pu susciter un petit peu de jalousie additionnée, on va dire, à de la xénophobie. L'autre possibilité, c'est que les autorités ont tenté de protéger l'image du Valais. Le Vesona, c'est un coin assez touristique, on va dire, donc pour éviter de faire circuler la rumeur selon laquelle il y a des prédateurs sexuels dans le coin, on a préféré faire croire que c'est le chien qui a agressé l'enfant. Il y a une autre réponse apportée par la famille Mongeli, une réponse qui leur semble être, on va dire, la plus juste, à savoir que Luca a été agressé par des adolescents du coin qui font partie de familles assez importantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, Luca a déjà été harcelé par des gamins du coin, des ados âgés entre 15 et 18 ans, et on se moquait de lui parce qu'il est italien et que sa famille ne semblait pas être très très riche. Bon, certes, le restaurant fonctionne plutôt bien, mais ce sont des gens assez simples, les Mongeli, ils ne s'habillent pas richement, et c'était pas leur objectif en venant travailler en Suisse. Voilà, c'est le but, c'était pas de mettre des vêtements qui coûtent extrêmement cher, c'était de vivre correctement. Donc forcément, les garçons du coin se moquaient parfois des vêtements de Luca puisqu'ils estimaient qu'il ne s'habillait pas assez à la mode. Durant l'été 2001, Luca avait raconté à sa mère que 3 adolescents du coin, et qu'il trouvait gentil et avec qui il avait déjà joué, l'avaient insulté et l'avaient forcé à boire un verre rempli de fourmis. Tina était partie les voir pour leur demander si tout ça était vrai, mais les adolescents s'étaient sauvés en rigolant. Et comme je vous l'ai dit, c'était assez récurrent, les jeunes en question lui balançaient régulièrement des insultes racistes. Donc forcément, Nicolas et Tina pensent que l'agression de Luca est liée à ces épisodes de harcèlement. Malheureusement, Luca ne peut pas donner sa version de l'histoire puisqu'il est plongé dans le coma et les médecins estiment qu'il ne se réveillera jamais. Et la date butoir pour le débrancher approche. Alors, si j'ai bien compris, mais les Suisses me corrigeront si je me trompe, il y a une loi en Suisse qui définit, on va dire, un délai pour débrancher une personne qui est dans le coma. Et je crois que c'est 3 ou 4 mois, si je vous dis pas de bêtises, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, à cette date-là, la personne qui est dans le coma doit être débranchée. Si je ne vous dis pas de bêtises, mais je pense que je ne vous dis pas de bêtises,
parce que je l'ai lu en fait en faisant mes recherches sur l'affaire du petit Luca. Toujours est-il que l'hôpital appelle la famille Mongeli pour leur dire que du coup, la date butoir approche et qu'ils vont débrancher le petit garçon. Et Tina et Nicolas s'y opposent fermement. Ils expliquent que s'ils doivent payer pour maintenir leur fils en vie, ils le feront, mais ils ne veulent absolument pas que leur fils soit débranché. Et contre toute attente, le 23 mai 2002, après plus de 3 mois de coma, Luca se réveille. Mais il est désormais aveugle et tétraplégique. Pour la famille Mongeli, c'est littéralement un miracle. Certes, Luca ne peut plus voir, certes, il ne peut plus bouger, mais il n'a pas perdu l'usage de la parole. Pourtant, la justice estime que Luca ne peut pas être entendu par les autorités puisque les conditions ne seraient pas réunies pour une audition. Mais Tina et Nicolas décident d'interroger leur fils et de le filmer. Et dans cet enregistrement, Luca affirme qu'un homme l'a poussé dans la neige. Alors, ses propos sont assez confus. Forcément, il se réveille d'un assez long coma, donc il parle lentement, mais il explique qu'un homme l'a poussé dans la neige, qui lui a fait mal, et que cet homme, il le connaît bien, puisqu'il l'avait déjà forcé à manger des fourmis par le passé. Et il affirme que ce n'est pas Rocky qui l'a agressé. La famille Mongeli remet cet enregistrement à la justice, qui la soumet à des pédopsychiatres, et leur conclusion, c'est qu'il faut prendre ces déclarations avec précaution, puisque Luca sort d'un long coma, et il aurait pu être influencé par ses parents. Rocky, le berger allemand de la famille, est euthanasié. Alors, il y a un point très important sur lequel il faut rebondir. Après l'agression de Luca, la famille Mongeli a pu récupérer Rocky, donc le chien, pendant quelques temps, avant qu'il soit de nouveau envoyé dans un refuge pour être euthanasié. Et durant cette période, le petit Marco, donc le petit frère de Luca, est resté très proche de Rocky. Le soir de l'agression de Luca, le 7 février, la famille Mongeli a confié Marco à des voisins qui possédaient un chien. Donc Marco a dormi chez eux, tandis que Tina et Nicolas veillaient leur fils à l'hôpital. Durant cette nuit, Marco a joué avec le chien de ses voisins. Et comme je vous l'ai dit, lorsque la famille Mongeli a récupéré Rocky, Marco est resté très proche de lui. Ce point-là est, on va dire, quand même assez capital, puisque si on part du principe que Marco a assisté à l'agression violente de son frère par le chien de la famille, comment est-ce possible qu'après cette agression, il n'a pas montré de signes de stress vis-à-vis des chiens et plus particulièrement vis-à-vis de Rocky? Il n'a que 4 ans, donc s'il a vu le chien attaquer Luca, il aurait eu peut-être, voilà, on va dire, peur de ce chien. Mais il n'a jamais eu peur de Rocky. Idem pour le chien des voisins. Donc ce point-là, la famille Mongeli le met fortement en avant, puisqu'ils disent que ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, Marco a ensuite été suivi par des pédopsychiatres qui ont reconnu qu'il souffrait de stress post-traumatique, mais la famille Mongeli rebondit sur les premières déclarations qu'il a faites le lendemain de l'agression de Luca, quand il a dit que le chien était agité et qu'il était sur Luca et qu'il tirait les vêtements. Les parents disent oui, il a probablement vu cette scène, effectivement, Rocky en train de tirer les vêtements de Luca, mais peut-être était-il en train de tirer ses vêtements pour l'aider, pour lui porter assistance, mais certainement pas pour l'agresser, d'après eux. L'affaire est extrêmement médiatisée en Suisse, et l'opinion publique est du côté de la famille Mongeli, puisque l'histoire, comme elle est racontée par la justice, paraît quand même assez improbable. Rocky aurait déshabillé l'enfant, il aurait empilé ses vêtements à côté de lui, il lui aurait enlevé sa veste, il l'aurait mis dans le coma, il l'aurait agressé au point que l'enfant perde connaissance, mais on ne trouve aucune trace de morsure sur l'enfant. Rien, absolument rien. Donc les gens se disent, ok, mais comment est-ce qu'il a fait pour enlever les vêtements du petit garçon? Bon, on a la justice qui explique que c'est certainement Luca qui s'est déshabillé de lui-même pour échapper au chien. Donc quoi, Luca est agressé par le chien, donc il enlève son pull, son gilet, il se déculotte, enfin tout ça vraiment, ça semble quand même assez étrange. Après, on ne sait pas quelle est la vraie version à ce stade, mais en tout cas, celle fournie par la justice suisse laisse assez dubitatif, d'autant que lorsque le Rocky a été retiré de la famille Mongeli peu après l'agression de Luca, il a été envoyé dans un refuge dans le Valais, comme je vous l'ai dit. Et dans ce refuge, il n'a jamais montré le moindre signe d'agressivité. Il a toujours été calme, docile, que ce soit avec les propriétaires du refuge ou avec les autres animaux. Et là encore, pour les propriétaires du refuge, c'est quand même assez étonnant, puisque d'après eux, s'il avait agressé cet enfant, comme l'affirme la justice,
il aurait montré des comportements agressifs, au moins avec les autres animaux, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, concernant l'instruction, ce qu'il est là aussi utile de préciser, c'est que les autorités ont creusé d'autres pistes. Ils ont vérifié la piste des adolescents qui avaient harcelé Lucas par le passé. Il s'avère que le 7 février, ils se trouvaient dans leur école à Lausanne jusqu'à 16h30. Donc c'était pas possible pour eux de quitter Lausanne à 16h30 et de se trouver dans le Valais aux alentours de 17h. Donc cette piste a été écartée. Il y a également la piste du voisin, celui décrit par le petit Marco. La police l'a interrogé, ils ont vérifié ce qu'il faisait le 7 février entre 17h et 18h et il a un alibi. Et la police a également suivi une autre piste, celle d'un chauffeur de car qui amenait habituellement les enfants à l'école. D'après la famille Mongeli, ce chauffeur de car avait l'habitude d'être un petit peu trop familier avec Luca, comme s'il l'appréciait de trop. Donc ils ont vérifié ce qu'il faisait le 7 février, il a été interrogé et cette piste a également été écartée. De toute façon, pour le juge en charge de l'instruction, il n'y a pas eu d'agression humaine. Et ce qui le conforte dans ce point, c'est que Luca n'a pas été agressé sexuellement. Donc quel aurait été le mobile ? Le 23 octobre 2002, le juge demande à être dessaisi du dossier. Un second magistrat prend le relais début novembre et il ouvre une instruction d'office contre inconnu pour lésion corporelle grave. Mais en février 2004, la justice suisse classe l'affaire. Ce serait le chien et lui seul qui serait à l'origine de l'agression de Luca. L'ordonnance se fonde sur les déclarations de Marco au pédopsychiatre et évidemment sur l'ADN du chien retrouvé sur Luca. Tina et Nicola Mongeli font savoir qu'ils ne croient absolument pas à cette version de l'histoire, mais ils renoncent à faire appel. Entre-temps, la famille est retournée vivre en Italie, où ils sont soutenus par l'opinion publique. Le petit Luca nécessite énormément de soins qui prennent littéralement tout le temps de la famille Mongeli. Ils sont davantage préoccupés par l'état de santé de leur fils que par l'instruction en Suisse, même s'ils aimeraient qu'on fasse toute la lumière sur cette affaire. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais en avril 2005, Marco, qui est dorénavant âgé de 6 ans et demi, réalise un étrange dessin à l'école. Je vais vous décrire ce que moi je vois dans ce dessin, mais ensuite libre à chacun de l'interpréter comme il le veut. Il y a un garçon qui repousse un animal avec un bâton, et à côté il y a un garçon allongé au sol qui semble être frappé par un autre garçon, et par ce qui ressemble à une femme ou à un homme aux cheveux longs. Un peu plus loin, il y a un autre animal qui pourrait être un chat ou un chien, et Marco, qui assiste à la scène, est caché derrière un arbre apeuré. Au-dessus du dessin, Marco a écrit « J'ai eu peur quand mon frère a été frappé ». Objectivement, ce dessin est quand même assez louche, d'autant que Marco l'a fait spontanément. Tina et Nicolas lui demandent pourquoi il n'en a pas parlé plus tôt. Il leur répond qu'il avait peur de le faire quand il vivait encore en Suisse. Il craignait les représailles de ceux qui ont agressé Luca. En octobre 2010, la famille Mongeli demande la réouverture du dossier en Suisse sur la base du dessin de Marco. Ni cette famille, ni cet enfant ne veulent qu'on trouve des coupables ou châtier des gens qui ont mal travaillé. Ils veulent juste qu'on écoute ce qu'ils ont à dire, qu'on fasse le travail de vérification. Aujourd'hui, les sciences forensiques ont évolué, on peut faire d'autres tests ADN, on peut entendre sous l'autorité d'un procureur des gens qui n'ont pas été entendus sous l'autorité du précédent juge d'instruction. On a une faculté d'action qui est relativement importante. Reste la question du délai de prescription. Selon le procureur général, il court jusqu'en 2017. La justice suisse demande dans un premier temps à ce que le dessin soit expertisé par un psychologue canadien et que Marco soit interrogé par ce psychologue afin de s'assurer que c'est bien lui qui a fait ce dessin et que ce dessin représente effectivement l'agression de Luca. Mais Tina et Nicolas refusent puisqu'ils estiment qu'il serait préférable que le psychologue soit italophone afin de faciliter les échanges avec Marco puis avec Luca. Ils demandent que ce soit un psychologue du canton de Tessin qui soit choisi par la justice. Le canton de Tessin, c'est la partie italophone dans le sud de la Suisse. Durant plus d'un an, il va y avoir une sorte de bataille dans ce dossier. On a d'un côté la justice suisse qui estime qu'elle doit imposer ses experts qui ne sont pas italophones, et d'un autre côté la famille Mongeli qui estime qu'il est préférable que l'expert soit italophone pour s'assurer que les échanges soient bien menés. Certains ont pu dire qu'il s'agissait d'une sorte de caprice de la famille Mongeli. Pour d'autres, au contraire, cette demande était plus que légitime, dans le sens où Luca ne parle pas correctement, il n'a pas perdu totalement l'usage de la parole, mais il a d'énormes difficultés à s'exprimer. Donc la famille Mongeli a considéré que ce serait beaucoup plus fluide et beaucoup plus fiable surtout, que l'entretien se fasse directement sans devoir passer par un traducteur. Toujours est-il que l'instruction traîne en longueur sur
plusieurs années et en décembre 2011, Luca est entendu par une psychologue italienne afin de donner sa version de ce qu'il s'est passé. Alors, j'ai lu la retranscription et dedans, Luca détaille le 7 février 2022 avec beaucoup de précision. Il raconte que ce jour-là, il est sorti promener le chien avec Marco. Ils ont joué dans le parc et après 30 minutes, un groupe de 4 adolescents âgés entre 15 et 18 ans est venu vers eux. Ce sont des garçons que Luca connaissait déjà puisqu'il avait joué avec eux par le passé. Bon, jouer est un bien grand mot. En gros, les garçons lui demandaient de courir après eux quand il roulait à bicyclette et très régulièrement, il se moquait de ses parents parce que ce sont des travailleurs et qu'ils sont, entre guillemets, pauvres. Mais Luca voulait se faire des amis, donc il n'y a pas prêté attention. Il se souvient uniquement du prénom du plus grand d'entre eux, Luca, comme lui. Bref, ces garçons sont venus, Marco s'est sauvé avec le chien, complètement paniqué. Les garçons ont sauté sur Luca, l'un d'eux a fouillé ses poches et il a récupéré un tournevis que Luca avait l'habitude de prendre avec lui lorsqu'il sortait. Et les 4 garçons ont commencé à le déshabiller, à le frapper avec des bâtons en bois. Après une dizaine de minutes, ils l'ont rhabillé. Luca dit qu'ils l'ont emmené dans un bar où il y avait du monde. Et là, les gens les regardaient assez étonnés puisque Luca semblait, on va dire, traumatisé, il semblait mal en point. Mais les jeunes leur disaient de ne pas s'en mêler. Ils ont traîné Luca dans les toilettes et ils l'ont forcé à boire un verre de fourmi. Puis ils l'ont ramené dans la prairie et ils l'ont de nouveau déshabillé et battu. Après quoi, ils sont partis. Bon, soyons clairs, cette histoire est assez étrange, mais on y reviendra ensuite. Marco, qui à présent est un adolescent de 12-13 ans, est également interrogé le même jour et sa version de l'histoire est, disons-le, plus réaliste. Il explique que lui et son frère jouaient avec le chien dans la prairie et 4 garçons sont venus vers eux, des adolescents du coin. Ils ont joué quelques minutes avec eux, puis ils ont commencé à humilier Luca avant de le frapper avec des morceaux de bois. Marco est parti se cacher derrière un arbre, effrayé, et Rocky n'est pas parvenu à défendre Luca parce que les garçons étaient trop nombreux. Ils ont déshabillé Luca et ils sont repartis. L'agression n'a pas duré très longtemps et Marco est formel, ce n'est pas le chien qui a agressé Luca. Quoi qu'il en soit, en janvier 2012, le ministère public annonce la désignation d'un nouveau panel de 4 experts italophones pour étudier la fiabilité du dessin de Marco. Ce qu'il se passe au même moment en Italie, c'est que la famille Mongeli a sollicité la justice italienne afin d'ouvrir une enquête pénale, ce qu'elle obtient à Rome en décembre 2012. Il aura fallu 10 ans pour que l'Italie ouvre à son tour une instruction. Luca a été interrogé par plusieurs psychologues et ils ont tous été unanimes, même s'il rencontre des difficultés à s'exprimer, il sait faire la distinction entre le vrai, le faux, la réalité et l'imagination. Il a donné des détails incohérents lorsqu'il a parlé de son agression à la psy en décembre 2011, mais il s'agirait au contraire d'éléments qui sont réellement survenus à d'autres dates. Et ça pourrait prouver l'exactitude de ses propos. Pour vous donner un exemple, Luca dit que les garçons l'ont agressé, ils l'ont rhabillé, puis ils l'ont conduit dans un bar et dans les toilettes du bar, où ils l'ont forcé à boire un verre rempli de terre et de fourmis. Or, d'après Tina, cet épisode a eu lieu durant l'été 2001. Son fils lui en avait parlé, vous vous souvenez. Donc, d'après les psys, ce que ça signifie, c'est que Luca a mélangé plusieurs événements qu'il a vraiment vécus et qui impliquent les mêmes personnes. D'où sa confusion. Et concernant les déclarations de Marco, là aussi les experts ont été unanimes. Il sait faire la distinction entre le vrai, le faux, l'imagination et la réalité. Même s'il souffre de stress post-traumatique, il n'a pas inventé ces déclarations. En janvier 2013, le ministère public italien mandate 4 experts pour étudier la fiabilité du dessin de Marco. Et leurs conclusions ne laissent pas de place au doute. D'une part, il s'agit bien d'un dessin fait par Marco. D'autre part, il indique clairement que Luca était victime d'une agression de la part d'un ou plusieurs sujets, mais pas de la part du chien de la famille. Les experts mandatés par le ministère public suisse rendent à leur tour leurs conclusions et elles ne rejoignent pas celles de leurs confrères italiens. D'après eux, il est impossible de déterminer la véracité du dessin. Il pourrait s'agir d'un dessin imaginaire, voire d'un dessin fait sous l'influence des parents. Il s'appuie sur les déclarations de Marco en 2002. S'il n'a pas parlé d'agression en 2002, alors il n'y a pas eu d'agression. Le dessin réalisé en 2005 ne veut donc rien dire. Ce dossier est une impasse totale. Plusieurs reportages sont sortis sur cette affaire, que ce soit en Suisse ou en Italie, et tous s'accordent à dire qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre pour classer l'affaire. Les mois qui suivent, le ministère public suisse auditionne ce qu'il considère comme des témoins clés, à savoir les ambulanciers et le médecin qui ont pris en charge Luca le 7 février 2002, mais ça ne donne rien. On procède également à de nouvelles expertises ADN pour voir si on peut trouver de l'ADN autre que celui du chien sur les vêtements de Luca, et là encore ça ne donne rien. En novembre 2013, Luca est
enfin entendu, mais par un procureur à Rome. Et c'est la première fois qu'il est entendu par la justice, puisqu'il n'a jamais été auditionné en Suisse. Et il affirme que ce n'est pas son chien qui l'a agressé, mais il ne connaît pas l'identité de son ou de ses agresseurs. Et malheureusement, la justice italienne n'a pas d'autre choix que de classer l'instruction, puisqu'il ne ressort aucun coupable potentiel dans cette affaire. Cette histoire a eu un fort retentissement en Suisse, mais surtout en Italie, puisque la famille Mongeli est d'origine italienne, et beaucoup estiment que si en 2002, la justice suisse n'a pas correctement mené son instruction, c'est à cause des origines de la famille Mongeli. Ils sont italiens, donc ils ont été discriminés. En 2016, Tina et Nicola se séparent, les enfants restent vivre avec leur mère dans le sud de l'Italie, mais Tina et Nicola continuent malgré tout d'intervenir régulièrement à la télé pour demander à ce que l'instruction bouge un petit peu en Suisse. Elle est toujours ouverte, mais finalement, elle est prescrite en novembre 2019. La justice suisse a déterminé que c'est Rocky, le berger allemand de la famille, qui a agressé Luca. Alors, il y a un autre point à souligner dans cette affaire, c'est que Tina Mongeli a été pointée du doigt, pas officiellement à ma connaissance, mais plutôt officieusement. C'est-à-dire que au départ, beaucoup ont pensé que c'était en fait Tina qui avait agressé, maltraité son fils, et qu'ensuite, elle avait mis ça sur le dos du chien. Pour les personnes suspicieuses, ça paraissait assez suspect qu'elle laisse ses 2 enfants seuls à la maison avec le chien. Enfin, pour eux, voilà, seule une mauvaise mère pouvait faire ça. Comme je vous l'ai expliqué, le restaurant était vraiment collé au chalet, mais voilà, pour beaucoup d'entre eux, c'était très bizarre qu'elle ait laissé ses 2 enfants seuls comme ça, et qu'ensuite ce soit elle qui retrouve le corps de Luca. Donc certains l'ont pointé du doigt, comme je vous l'ai dit, officieusement. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une semaine avant l'agression de Luca, on a une affaire qui présente quelques petites similitudes et qui se déroule pas très loin, dans le Val d'Aoste, l'affaire Franzoni. L'affaire Franzoni a défrayé la chronique et elle s'est étendue sur plusieurs années. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur cette histoire très intéressante, vous noterez qu'il y a quand même quelques petites similitudes, même type de lieu, neige, agression brutale d'un enfant dans des conditions plus que mystérieuses, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, Tina n'a pas été soupçonnée par les autorités suisses, mais certaines personnes ont pensé qu'elle était, tout comme la Franzoni, impliquée dans l'agression de son fils. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'affaire Franzoni que je vous épingle ici, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. En toute modestie, vous allez être embarqué. Pour en revenir à Luca, aux dernières nouvelles, il vit toujours dans les Pouilles en Italie avec sa mère et son frère. En octobre 2020, il a obtenu un diplôme en sciences de la communication à l'université de Bari, dans le sud de l'Italie. Et c'est sa mère Tina qui lui lisait à haute voix ses manuels scolaires pour qu'il les mémorise et qu'il enregistre des concepts. Il souhaite devenir journaliste d'investigation criminelle. C'est pas mal. Allora, com'è Luca? Sempre così buono o no? Sì, Luca è bravissimo, nonostante tutte le sue difficoltà riesce sempre ad affrontarle, gli piace molto studiare e che altro c'è da dire? È un bravissimo fratello, più di così non si poteva avere. Bon, eh bien, voilà tout pour l'affaire du petit Luca Mongeli, une histoire très étrange, n'est-ce pas? Alors, pour en revenir aux propriétaires de chiens qui regardent cette vidéo, j'ai une question ultra sérieuse à vous poser. Est-ce qu'il est probable que votre chien vous déshabille et vous déculotte? C'est vraiment une question sérieuse, parce que je n'ai pas de chien, mais moi ça me paraît quand même assez peu probable qu'un chien parvienne à vous déshabiller sans déchirer complètement les vêtements. Parce que là, quand je vous dis qu'il y avait des petites traces de griffures sur les vêtements de Luca, c'était pas d'énormes traces de griffures. Ça restait relativement superficiel, on va dire, compte tenu des blessures du petit Luca. Donc c'est une question sérieuse. Est-ce qu'un chien peut faire ça? Est-ce que votre chien peut empiler des vêtements les uns sur les autres après vous avoir déshabillé? Vraiment, cette histoire, je trouve qu'elle est délirante. Je crois Miskin Rocky lui manquait juste la parole pour dire non, c'est pas moi, arrêtez. J'ai vraiment du mal à croire que c'est le chien qui a fait ça. Moi j'ai vu les photos de l'enfant, j'espère que je pourrai vous les inclure, mais je pense que ça va être tendu. C'est pas possible que le chien ait pu faire ça. Ça me paraît improbable. Après, la réflexion que je me suis faite, parce que je ne l'ai pas trouvée dans mes recherches lorsque j'écrivais ma trame, je me suis demandé si on avait tenté de voir si le chien n'avait pas d'ADN en fait au niveau de ses dents ou de ses griffes, peut-être de l'ADN de personnes qui l'auraient griffé ou attaqué pour défendre Luca.
Je pense pas que ça a été fait à l'époque. J'ai pas vu ça écrit nulle part, donc je pense pas que ça a été fait. Dès le départ, la justice suisse est partie du principe que c'était Rocky qui avait agressé l'enfant. Donc ensuite, les investigations, en tout cas toute la partie technique scientifique a été faite dans ce sens. Donc à mon sens, je pense pas que ça a été fait. Bon, moi je ne sais pas. Vous mettez-moi en barre des commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Déjà, est-ce que vous la connaissiez ? Moi, je ne connaissais pas du tout les détails. Je connaissais vraiment que les grandes lignes. Genre, un chien a agressé un petit garçon. Fin de l'histoire.